Division irakienne, nous ferons le point dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. Nous vous dirons encore que les troupes irakiennes, notamment la garde présidentielle, commencent à manifester une certaine résistance. Les troupes d'élite de Saddam Hussein auraient perdu plus de 250 chars cet après-midi. La guerre du Golfe, c'est aussi l'image des prisonniers irakiens. 20 000 hommes auraient été capturés en l'espace de 48 heures. Les images que vous allez voir nous aident à mieux comprendre l'état physique et surtout psychologique dans lequel se trouvent certains soldats irakiens. Pascal Guimier. Un bout de torchon clair en guise de mouchoir blanc. Ils se rendent. Comme si tout cela avait encore un sens, le salut militaire. Fouilles rapides, ceux-là aussi ont laissé en arrière armes et bagages avant d'abandonner cette guerre qui n'est plus la leur. Au fond d'une poche, quelques biscuits secs, des miettes. Ils les auront longtemps espérés, ces rations qu'on leur jette. Pas d'Américains en vue, seulement des soldats arabes vaincus, nourris par leurs frères vainqueurs. Ces hommes-là se battront une dernière fois, mais entre eux, pour manger. Les Alliés annoncent ce soir plus de 20 000 prisonniers irakiens. Un succès presque gênant. Les envoyer vers l'arrière prend du temps, ralentit la progression des coalisés vers l'avant. Les camps de transit ne peuvent accueillir que 100 000 prisonniers. À l'état-major, certains déjà craignent que cela ne soit insuffisant. Et puis toutes les informations le confirment, les troupes alliées sont donc en avance sur leur programme. Nous avons l'initiative et nous comptons la garder, a dit George Bush, mais ne cédons pas à une euphorie excessive. Pour mieux comprendre la situation sur le terrain cette fois, voici tout de suite un reportage tourné en compagnie des troupes françaises de l'opération Daguet. L'un de nos envoyés spéciaux, Roland Sicard, est revenu aujourd'hui sur le théâtre du premier accrochage avec les troupes irakiennes. Nous sommes à 50 km à l'intérieur du territoire irakien. Regardez. Des soldats américains examinent un blindé irakien pris hier par les Français. L'engin est peut-être piégé. Les Américains vont préférer tout faire sauter. Ici, s'est produit ce que les militaires français appellent la bataille de Rochambeau. Rochambeau, c'est le nom qu'ils ont donné à une position irakienne qu'ils étaient chargés de conquérir. Les hélicoptères de combat ont d'abord attaqué les blindés et puis l'assaut a été donné. Un assaut presque facile. Les Irakiens se sont immédiatement rendus. La débâcle aux premières heures de la bataille. Résultat, des prisonniers par centaines en quelques instants, l'armée française ne l'avait pas prévu. Les mouvements de la division auraient pu être retardés par le nombre de prisonniers qui a été fait par le 4e Dragon et le 3e RIMA en particulier. Mais le commandement a fait porter à la rescousse des unités spécialement pour garder et évacuer les prisonniers vers l'arrière. Des prisonniers qui doivent attendre dans le désert, surveillés par des militaires américains. Il faut aller chercher des autobus pour les évacuer vers l'arrière. Et c'est ce qui a étonné les troupes françaises. Les premières unités irakiennes rencontrées semblaient épuisées. Et il y a 2 jours, j'ai appris que cela faisait 5 jours qu'ils n'avaient pas de ravitaillement. Et ils avaient une gourde par homme pour 2 jours. Donc il y a très peu de résistance. Donc il y a très peu de résistance. Ils n'ont pas envie de se battre, ça se voit. Une avance jusqu'ici facile, mais les troupes alliées, malgré les apparences, restent prudentes. Au moment du déclenchement de l'offensive, les experts comptaient sur au moins 48 heures de beau temps. Aujourd'hui, c'est la pluie. Cela risque peut-être de contrarier les plans de l'offensive alliée. L'appui aérien pourrait être rendu plus difficile, les blindés eux-mêmes pourraient être gênés. Et puis, les troupes de la coalition savent qu'elles n'ont peut-être pas encore rencontré le meilleur de l'armée irakienne, mais en attendant, les convois continuent leur route vers le nord en territoire irakien, imperturbablement. Oui, j'ajoute qu'on a appris tout à l'heure qu'un 2e soldat français a été légèrement blessé au cours de la neutralisation de la division irakienne. C'était cet après-midi. Autre information qui nous est parvenue en fin d'après-midi, 2 missiles antimissiles patriotes américains ont été lancés ce soir à Daran. Apparemment, ils ont intercepté un missile Scud irakien. On n'en sait pas plus pour le moment.
Avant de faire un point complet des mouvements de troupes et surtout d'évoquer l'opération d'encerclement du Koweït, voyons tout de suite comment l'état-major américain analyse les dernières heures de combat. Côté américain, on n'hésite pas, je le disais tout à l'heure, à parler de formidables succès. Déclarations et commentaires depuis Riyad avec Jacques Merlino. Signe sans doute que les opérations se déroulent bien, les points de presse ont repris aujourd'hui à Riyad. Premier à intervenir, le ministre de la Défense d'Arabie Saoudite. Il précise que 20 000 prisonniers ont été faits, qu'une grande partie du Koweït est libérée et que les Irakiens coupables d'atrocités seront poursuivis pour crimes de guerre. Peu après, le général Richard Neal dressait un premier bilan des affrontements terrestres. Depuis le début de l'offensive terrestre, nous avons détruit plus de 270 tanks et nous continuons à attaquer tout type de véhicules ainsi que chaque campement. Je voudrais encore une fois souligner que ces chiffres sont très prudents. Au Koweït, dit-il encore, les exécutions de civils se poursuivent, mais il resta silencieux sur la situation autour de la capitale. La nuit dernière, enfin, le général Rokojoffre, dans un communiqué, précisait que la division d'Agay était en avance sur son ordre de marche. nos unités ont repris leur offensive en direction du nord. En ce moment même, l'objectif qui leur avait été fixé est sous notre contrôle. Plus de 3000 prisonniers sont évacués vers nos camps de transit. De nombreux blindés, des pièces d'artillerie, des véhicules de toutes sortes sont détruits ou récupérés. Ces différents points de presse ont été fort brefs et ce soir il subsiste de nombreuses questions. Deux d'entre elles ont une certaine importance. Première question, où en sont les forces amphibies? Que font-elles? Se préparent-elles à débarquer? L'ont-elles déjà fait? Où, quand, comment? Nous n'avons sur ce point aucune information. Seconde question, quel est l'objectif réel de la division d'Agay et des forces qui l'accompagnent? Est-ce d'aller sur Bassora ou bien de s'enfoncer plus profondément en Irak? Là encore, nous n'avons aucune information. Mais il est à parier que dans les heures qui viennent, ces deux corps d'armée qui se trouvent à l'est et à l'ouest du Koweït seront amenés à jouer un rôle décisif. Enfin, ce soir, on entendait dire que des parachutistes français auraient sauté sur Kuwait City, mais cette information n'est pas encore confirmée. Nous n'avons pas effectivement confirmation de cette information. Nous reviendrons sur la situation à Kuwait City dans quelques instants. Avant cela, l'information en direct, je l'apprends à l'instant. Un missile Scud a détruit un immeuble abritant des soldats américains près de Dhahran, en Arabie Saoudite, déclenchant il y a quelques minutes un important incendie et faisant, semble-t-il, de nombreux blessés. Selon les témoins, apparemment, les missiles antimissiles patriotes n'ont pas intercepté tous les missiles irakiens. Je vous donnerai les prolongements de cette information, bien sûr, dans le courant de cette édition. Sur le terrain, donc, 700 000 hommes sont engagés dans un mouvement d'enveloppement des forces irakiennes, mouvement qui vise à couper les troupes qui sont retranchées au Koweït des unités d'élite de la garde présidentielle irakienne. Explication sur la carte, avec François Cornet. Au deuxième jour de l'offensive, les unités françaises auraient pénétré de 150 km en territoire irakien et se trouveraient ce soir à la hauteur nord-ouest du Koweït. Chars, hélicoptères et infanterie du dispositif Dagay auraient neutralisé dans cette région une division entière irakienne de 15 000 hommes et fait 3 000 prisonniers. Conquête indispensable, selon le général Rokojoffre, à la manœuvre d'ensemble des forces alliées. Après ces combats, les forces françaises reprendront vraisemblablement la direction du nord, aux côtés du 18e corps américain, pour participer à la manœuvre d'encerclement de la garde présidentielle dans la région de Bassora. Sur tous les axes, vers le nord du Koweït, l'avance alliée se poursuit. La première division blindée britannique, suivie de toute sa logistique, progresse rapidement, selon le ministre britannique de la Défense, vers le nord de l'Émirat. À l'est du Koweït, au sud de Kuwait City, les troupes américaines rencontreraient depuis cet après-midi, et pour la première fois, semble-t-il, depuis le début de l'offensive terrestre, une assez forte résistance. Leur progression a été freinée et ils ont dû déployer leur artillerie et engager leurs blindés contre les troupes irakiennes avant leur jonction avec les Marines et les parachutistes américains, avant de poursuivre vers les positions des troupes d'élite de Saddam Hussein dans la région de Bassora. Sur tous les axes, les carcasses de chars détruits par les bombardements.
Pendant ce temps, l'aviation poursuit ses missions de bombardement et d'appui au sol au profit des Alliés. Sur le terrain, on relève les premiers blessés. Les pertes, selon l'état-major américain, ne seraient pas importantes dans les rangs alliés pour l'instant. Nous vous le disons depuis hier soir, les Marines américains et les forces arabes de la coalition auraient pris position à quelques kilomètres seulement de Kuwait City. Selon un porte-parole de la 2e division des Marines, des troupes équipées de chars et surtout de pièces d'artillerie seraient prêtes à s'élancer sur la capitale. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage d'un confrère de VSD. Jérôme Fritel, c'est son nom, était dans la colonne égyptienne au moment d'un accrochage avec les troupes irakiennes. La scène se déroule à 20 km seulement de Kuwait City. Écoutez le témoignage. C'est à 7 heures ce matin que les troupes égyptiennes sont passées à l'offensive, pénétrant de plus de 20 km à l'intérieur du territoire koweïtien et faisant ainsi des centaines de prisonniers. Si au départ les tanks et l'artillerie n'ont connu aucune résistance, en revanche à l'approche des premières lignes irakiennes, les Égyptiens sont restés bloqués plusieurs heures sous un déluge d'obus. Déployés sur plusieurs dizaines de kilomètres en plein désert, les blindés égyptiens ont dû successivement franchir un rideau de barbelés, puis des tranchées remplies de pétrole, auxquelles d'ailleurs les Irakiens n'avaient pas mis le feu, et enfin un champ de mines de 2 km. Ce sont ces mines qui ont posé le plus de problèmes aux colonnes de chars épaulées par des batteries de 155 mm. Ce n'est qu'après avoir ouvert une brèche d'une dizaine de mètres que les soldats égyptiens, au bout de 8 heures de combat, sont arrivés aux avant-postes irakiens. Là, des centaines de soldats se sont rendus, les mains en l'air, le drapeau blanc en évidence, visiblement soulagés d'en finir. Donc tout confirme que la prise de Kuwait City sera extrêmement difficile. Les stratèges militaires rappellent qu'il faudra s'adapter aux techniques de la guerre urbaine, techniques d'autant plus délicates que la ville est encore occupée par bon nombre d'habitants. Hervé Brusini. Hervé Brusini dans quelques instants. Kuwait City du temps de sa splendeur, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, ces images ont presque valeur militaire. Kuwait City est une ville de béton, une cité forteresse, idéale pour en faire un camp retranché. Ici, les murs sont très épais, il faut se protéger de la chaleur. Les parkings même ont été construits comme de véritables bunkers. Sous terre, de vastes systèmes d'égouts ont été mis en place. Eux aussi sont bétonnés et peuvent constituer un redoutable réseau défensif. Il y a surtout les larges avenues qui sillonnent toute la ville jusqu'au port. Ces avenues, lors de l'invasion du 2 août, avaient facilité le déplacement des blindés irakiens et l'attaque par hélicoptère. On le voit, libérer cette capitale pourrait ne pas être chose facile pour les forces de la coalition. Pour autant, ce pourrait ne pas être la grande bataille tant annoncée. Kuwait City est un enjeu, je crois, relativement peu important pour les Irakiens. Autrement dit, l'incitation pour eux à défendre Kuwait City bec et ongle n'est pas très élevée, en dehors de la valeur de propagande. Et pour les Alliés également, bien entendu, Kuwait City a une valeur symbolique, mais du point de vue strictement stratégique, Kuwait City se trouve sur les bords d'un golfe, sur une péninsule, j'allais dire à l'écart, un petit peu à l'écart de la route des invasions entre l'Arabie Saoudite et l'Irak. Rien à voir donc avec la bataille de Stalingrad par exemple. Cette ville, elle, était un verrou stratégique. Il fallut des mois pour venir à bout de la 6e armée allemande, des mois de résistance, des mois pour encercler l'ennemi. En fait, la bataille de Kuwait City pourrait ressembler à celle de Suez pendant la guerre de Kippour en octobre 73. Coupée de ses arrières, la 3e armée égyptienne n'avait plus eau ni vivre. La stratégie de l'étouffement conduite par les Israéliens finit par payer au bout de 18 jours. Ici, en revanche, on s'est battu maison par maison. C'est comme cela qu'en 1980, après des semaines, les Irakiens ont pris la ville iranienne de Khorramshahr. La bataille de Kuwait City risque d'avoir une sinistre singularité. Ici vivent encore quelques 200 000 civils. On le sait, de nombreuses exactions ont déjà été commises. Viols, exécutions. La plupart de ces bâtiments sont actuellement en feu. Face à la progression des Alliés, la population koweïtienne pourrait servir de bouclier pour les forces de Saddam Hussein, Henri.
Merci. Nous évoquerons un possible débarquement sur la ville de Kuwait City dans quelques instants. Avant cela, priorité à l'actualité. Nous allons appeler Washington en direct. Jacques Abouchard, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct. Quelles sont les dernières informations en provenance des États-Unis? Je disais tout à l'heure que George Bush rappelle que les Alliés sont en avance sur leur programme. Alors, vous savez, George Bush ne se départit jamais d'un certain flegme, que ce soit pour annoncer les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Et tout à l'heure, à la Maison-Blanche, il est resté fidèle à son titre, à son style, pour rassurer ses compatriotes, leur dire que sur le front tout allait bien, mais aussi les mettre en garde en déclarant, en soulignant, il y aura encore des batailles et des pertes. Mais sa conviction est que le Koweït sera bientôt libre. Et les élus du Congrès lui emboîtent le pas. Aujourd'hui, il est bien difficile au Sénat, comme à la Chambre des représentants, d'entendre la moindre voix discordante, alors que le Congrès était très divisé entre partisans et adversaires de la guerre jusqu'au 15 janvier. Les élus ont exprimé l'espoir que l'offensive serait brève, mais la palme de l'optimisme revient au président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, un personnage très influent, très puissant, qui a déclaré « Tout devrait être terminé dans les 3 ou 4 jours ». Il faut savoir que les officiels américains évoquent l'efficacité des Français. C'est une première ou ce serait une première si c'est confirmé, Jacques? Oui, alors, également dans les commentaires de presse, aujourd'hui, on souligne le brio, la rapidité de la manœuvre, l'audace du mouvement des Français. Si vous voulez, nos confrères américains font cocorico, ce qui n'est pas très habituel, puisque habituellement, justement, ils parlent plutôt avec affection des Brits, le nom que l'on donne ici aux Britanniques. Merci Jacques, je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Washington. Retour donc à Kuwait City, où l'on évoque de plus en plus un débarquement des Américains sur la côte koweïtienne. Apparemment, tout est prêt depuis quelques jours. 18 000 soldats attendent dans une trentaine de navires de guerre. La nuit dernière, la force amphibie a effectué plusieurs missions de reconnaissance. Pascal Deschamps, l'un de nos envoyés spéciaux. Office protestant pour les Marines du Gunston, l'un des 31 navires d'assaut amphibies américains qui croisent quelque part au large des côtes du Koweït. Des Marines qui depuis hier n'ont rien d'autre à faire que de prier pour d'autres Marines engagés eux dans l'offensive terrestre. Oui, dit le prêcheur, prions pour que Dieu aide nos frères qui se battent au front, nos frères qui sont en train de donner leur vie pour la liberté. Rien d'autre à faire que de se maintenir en forme en attendant d'entrer à leur tour en action. Le rôle de ces Marines, débarquer sur les côtes du Koweït pour marcher sur la capitale, mais l'ordre n'est pas encore tombé. Oui, on s'ennuie à rester comme ça sur le bateau si longtemps. On ne fait rien. On nous avait dit de nous préparer pour le 22 février et il ne s'est rien passé. On a d'abord annoncé hier la prise de l'île de Falaka par ces Marines, prise démentie ce matin. Mais l'île reste une cible privilégiée pour les Alliés, car l'artillerie irakienne qui s'y trouve peut pilonner la route de Kuwait City. Nous savons que les Irakiens ont installé là plus de 4000 hommes. Ils l'ont même utilisé comme base pour leurs lance-missiles. Il y a là-bas une force considérable et c'est certainement une des premières cibles qu'il nous faudra prendre lorsqu'on donnera l'assaut du débarquement amphibie. Pour le moment, ce sont les bateaux démineurs qui opèrent sur ces eaux et ce n'est que lorsqu'ils auront terminé leur travail que le débarquement pourra commencer. Priorité au reportage, nous vous parlions tout à l'heure des prisonniers irakiens et de leur attitude. L'un de nos envoyés spéciaux, Patrick Boitet, a pris conscience lui aussi du dénuement dans lequel se trouvaient certains soldats irakiens. Le reportage que vous allez voir a été tourné au Koweït en compagnie d'une unité tchèque spécialisée dans la guerre chimique. Patrick Boitet et Roger Motte ont également rencontré une unité médicale américaine. Témoignage. 5 heures de tempête de sable dimanche. Plus de 6 heures de pluie aujourd'hui. Les troupes alliées au nord de l'Arabie saoudite sont montées au front dans des conditions météo épouvantables, mais plutôt bénéfiques pour la bataille terrestre. Le manque de visibilité est favorable aux assaillants qui bénéficient de l'effet de surprise au moment de l'assaut. Et la pluie rend inopérante l'utilisation des armes chimiques.
Nous avons suivi une unité tchèque spécialisée dans la détection et la prévention des armes chimiques. Venus assister les Séoudiens, ils n'ont rien eu à faire depuis le début de l'offensive. Quand on doit utiliser les armes chimiques, la météo est très importante. S'il pleut ou s'il y a beaucoup de vent, l'efficacité des armes chimiques est très réduite. À côté des Tchèques, un bataillon de soutien médical séoudien. Même constat, même inactivité, c'est la divine surprise. Pas de mort, juste 3 blessés légers depuis ce matin. Les Séoudiens ont pénétré de 20 km à l'intérieur du Koweït sans rencontrer de résistance. Les dernières nouvelles que nous avons reçues il y a quelques minutes, c'est qu'une brigade entière s'est rendue avec tout son équipement. Combien de personnes cela représente-t-il? Je ne connais pas avec précision le chiffre exact d'une brigade. En général, cela varie entre 5000 et 7000 personnes. Voici les premières images des prisonniers de la 30e brigade irakienne. Des officiers irakiens m'ont confié avoir attendu avec impatience l'offensive terrestre pour se rendre. Tous leurs chars ont été détruits par les avions alliés. Ils n'avaient plus de nourriture. Ces derniers temps, ils ne faisaient plus qu'un repas tous les 3 jours. Ils ne croyaient plus les communiqués de Radio Bagdad. Le grand nombre de prisonniers, la rapidité avec laquelle ils sont capturés deviennent problématiques pour les Séoudiens. À Afar al-Batin, le stade a été réservé pour en accueillir plusieurs milliers. Oui, je vous le disais tout à l'heure, un Scud est tombé près de Daran il y a quelques minutes sur un immeuble abritant des soldats américains. Il y aurait, selon les premiers témoignages, de nombreux blessés. Voici les premières images commentées par Pascal Guimier. L'alerte a retenti 10 minutes avant l'explosion. Un ou plusieurs missiles Scud irakiens ont été tirés sur Daran, la 2e ville du pays, au nord-est de l'Arabie Saoudite. Un bâtiment préfabriqué a été touché. Il y aurait eu une énorme explosion. Des flammes auraient jailli. 11 blessés parmi les soldats américains. Peut-être une dizaine de morts. C'est une information de la chaîne américaine CNN. Voilà toutes les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Voilà, c'était les toutes premières images de la catastrophe que nous venons de recevoir. Nous reviendrons bien sûr sur cette information avant la fin de cette édition. À Bagdad, une image, vous allez la voir tout de suite, et quelques commentaires. L'image, c'est celle de Saddam Hussein en personne, présidant le Conseil de la Révolution hier après-midi. On ignore où ont été filmées ces images, bien sûr, mais le numéro 1 irakien tente de prouver qu'il contrôle toujours la situation. Au même moment, la presse irakienne affirme que l'offensive alliée a été contenue et Radio Bagdad appelle l'armée irakienne à résister jusqu'à la victoire. À Bagdad, une correspondance de Martine Laroche-Joubert. À la une des journaux de Bagdad qui continuent à paraître malgré les difficultés de la guerre, tous les titres se ressemblent. Tuez-les, combattez-les. Les communiqués militaires qui nous sont remis ont un tout autre contenu que ceux des Alliés. Communiqué numéro 61. 100 tanks et véhicules blindés des armées alliées sont détruits. Les troupes armées alliées ont subi de grosses pertes. Au sud-ouest de Koweït City, les troupes irakiennes ont fait échouer un raid de parachutistes. Communiqué numéro 62, le 3e corps d'armée irakien a lancé une contre-offensive qui se poursuit. Toutes les positions perdues ont été reconquises. La 2e division blindée américaine, la 4e égyptienne et les forces saoudiennes ont fait retraite en abandonnant leur matériel sur place. Ce sont bien entendu des informations que nous ne pouvons pas vérifier puisque aucun journaliste occidental ne se trouve sur le front irakien. Sur Radio Bagdad, aujourd'hui, nous avons entendu les mêmes communiqués de victoire, des poèmes guerriers et puis des slogans sans cesse répétés « Soldats de l'islam, combattez ». Les Irakiens, devant nous, paraissent vouloir y croire. Nous ne savons pas si c'est par fierté ou par conviction véritable. Les spécialistes sont formels, le grand moment de vérité pour les Alliés sera celui du face-à-face avec la garde présidentielle. La bataille de cet après-midi donne une idée de la rudesse des combats qui pourraient se dérouler dans les heures qui viennent. Il faut dire que la garde présidentielle constitue l'élite de l'armée irakienne, 150 000 hommes, supérieurement équipés et entièrement dévoués à Saddam Hussein. Laurent Boussier.
Souvent présentée comme la garde prétorienne de Saddam Hussein, la garde républicaine que l'on voit ici défiler à Bagdad l'année dernière n'est en fait que la partie la plus professionnelle de l'armée irakienne. Créée il y a moins de 10 ans, à un moment où les dirigeants irakiens avaient du mal à recruter de jeunes soldats pour l'armée traditionnelle, elle a été conçue pour être une armée d'élite. Meilleurs armements, meilleur entraînement, salaire avantageux, elle est au sens militaire du terme la réserve stratégique de l'état-major irakien. Au début de l'offensive aérienne alliée, le 16 janvier dernier, la garde républicaine, c'était environ 120 000 hommes, commandés par les meilleurs officiers irakiens. Des officiers très professionnels qui, à quelques exceptions près, n'ont aucun lien de parenté avec les dirigeants du régime de Bagdad. Aujourd'hui, le patron de la garde est un général de 50 ans qui ne fait pas partie des cercles dirigeants irakiens. Selon les services de renseignement américains, l'allégeance de la garde envers Saddam Hussein est donc grande, mais pas inconditionnelle. Pendant la guerre Iran-Irak, la tactique employée par cette troupe d'élite a très souvent été la même. Lors des attaques iraniennes, le premier choc était subi par des troupes classiques, moins entraînées, moins aguerries, parfois sacrifiées. Puis, la garde contre-attaquait, servant de deuxième vague pour enfoncer et repousser les soldats iraniens. Une tactique à laquelle pense certainement Saddam Hussein pour contrer aujourd'hui l'avancée des Alliés. Une tactique qui comporte quand même une inconnue de taille. Après 6 semaines de bombardements intensifs par les B-52 américains, que reste-t-il de cette garde? Que reste-t-il de son matériel? Et quel est le moral de ces hommes? Un coup d'œil maintenant sur les réactions enregistrées au Moyen-Orient et dans le Maghreb. Aujourd'hui, une partie du monde arabe est sous le choc de l'attaque terrestre. La presse jordanienne dénonce la volonté préméditée de l'Occident et d'Israël de détruire l'Irak et d'humilier les Arabes. Téhéran déclare que l'offensive terrestre est sans excuse. L'Algérie dénonce, je cite, une attaque sauvage contre l'Irak. Le point, Isabelle Staes. Réaction la plus virulente, celle de l'Algérie. Le président Chadli Benjedid dénonce l'attaque sauvage contre l'Irak. Alger estime que l'offensive alliée est en contradiction totale avec les objectifs fixés par les Nations Unies. En Tunisie, le gouvernement fait part de son extrême réprobation. L'offensive terrestre menace la sécurité et la paix dans le monde, précise Tunis. Le ministre jordanien de l'Information avoue sa surprise. Amman, qui croyait à la paix, exprime aujourd'hui sa douleur et sa colère et dénonce l'agression de l'Irak. Au Maroc, le roi Hassan II souhaite un avenir meilleur à la nation arabe. Dans un message adressé à l'émir du Koweït, il écrit « Nous ne connaîtrons la tranquillité d'esprit qu'après la libération de votre pays ». Plus ferme, la Syrie rend Bagdad responsable de l'offensive terrestre. Pour Radio Damas, la nation arabe est en train de payer le prix de l'obstination des dirigeants irakiens. Enfin, au Caire, alors que des centaines d'étudiants manifestent pour la paix, le président Moubarak réaffirme que les Égyptiens engagés dans l'offensive n'entreront jamais en Irak. Leur mission est de libérer le Koweït. Voici maintenant une autre image de la guerre. Depuis quelques jours, une épaisse fumée noire recouvre une partie du Koweït. Les Américains sont formels. L'Irak a entrepris une destruction quasiment systématique des installations pétrolières. Près de 200 puits de pétrole seraient en flammes. Une image d'apocalypse qui pourrait déboucher sur des pluies acides et une modification de l'équilibre écologique. Économiquement parlant, on craint également quelques conséquences. Sophie Jouve. L'épaisse fumée noire couvre à présent le ciel de toute la région nord du golfe Persique. Témoin, ces images du satellite soviétique Mir. Au total, plus de la moitié des 350 puits en exploitation au Koweït seraient en flammes, essentiellement dans la partie sud et au nord près du gisement de Roumellah. Mais au-delà des puits, c'est toute l'infrastructure pétrolière du Koweït qui est la proie des flammes. Il faudra le temps pour remettre en production tous ces puits, sans parler des capacités de raffinage qui sont également atteintes, puisque le Koweït avait des raffineries, le Koweït avait des stockages, il y a sûrement également des stockages et des raffineries qui brûlent. Avec le pétrole, c'est toute la richesse du Koweït qui est touchée. Au niveau mondial, il n'y a pas cependant de risque de pénurie. Depuis le début de la crise, les pays consommateurs ont appris à se passer du pétrole koweïtien et irakien. L'impossibilité pour le Koweït de reprendre les extractions avant plusieurs mois évitera même une surproduction, donc un effondrement des cours. Le Koweït ne pourra pas reprendre rapidement son rôle de producteur. Ça fera moins de pétrole sur le marché, d'autant plus que le ministre du pétrole du Koweït, en exil, il y a 2 mois, avait dit « Nous allons produire au maximum de notre capacité dès que nous serons libres pour pouvoir financer la reconstruction ». Or, nous savons aujourd'hui qu'ils ne pourront pas produire au maximum de leur capacité. Le marché en prend compte. Et puis, il y a les conséquences écologiques.
Pour la majorité des scientifiques, les puits koweïtiens en flammes auront peu d'incidence au niveau mondial, mais pour la région, l'impact sur l'environnement risque d'être désastreux. L'Iran a subi les premiers effets avec les pluies de suie noire. Seule certitude aujourd'hui, l'extinction des torchères sera longue et extrêmement difficile. Comme au Sahara dans les années 60, on compte une nouvelle fois sur le savoir-faire de Red Adair et des pompiers volants américains. Pour mieux comprendre le côté catastrophique de la situation, il faut savoir que l'extinction de certains incendies demande près de 6 mois. Philippe Dumez, explication. Lorsque du pétrole ou du gaz en feu jaillit du sol sous forte pression, comme ce doit être le cas pour beaucoup de puits au Koweït, le travail d'extinction est très long et très compliqué. Souvenez-vous, en Algérie, en novembre 61, Red Adair avait mis presque 6 mois pour venir à bout de l'incendie de Gassitwil. Première opération dans le désert, trouver de l'eau pour refroidir les appareils qui serviront à dégager la sortie du puits. Il ne faut pas, en effet, laisser le moindre bout de fer rougi de chaleur qui enflammerait à nouveau le pétrole ou le gaz. Ensuite seulement, on peut souffler la bougie avec une charge explosive. Ici, à Gassitwil, Red Adair avait utilisé 250 kg de nitroglycérine qu'il avait fallu protéger de la chaleur avant d'amener l'explosif près du trou. Dans le même temps, on aura effectué un forage dévié pour atteindre la réserve d'hydrocarbures et diminuer la pression par pompage ou tenter de boucher le trou sous la terre. Enfin, pour reprendre le contrôle du puits, il faut installer à son sommet une nouvelle tête et la moindre fausse manœuvre peut rallumer la flamme. Ce sont des opérations dangereuses et qu'il faudra répéter pour chacun des 180 puits en feu au Koweït. En Union soviétique, les militaires ne cachent pas leurs états d'âme après le début de l'attaque terrestre. Pour les députés soviétiques, l'échec des pourparlers de paix démontre que l'URSS n'est plus une superpuissance depuis quelque temps. Reportage de notre envoyé spécial, Stéphane Magnier. Les couloirs du Soviet suprême, le Parlement soviétique, cet après-midi, à l'heure de la sortie. L'ordre du jour de la session, c'était la présentation du nouveau cabinet ministériel. Mais le thème sur toutes les lèvres, la guerre du Golfe. L'échec des plans de paix soviétiques de ces derniers jours et ce que certains appellent les rebuffades américaines aux propositions Gorbatchev. Nous n'aurions pas dû voter la résolution 660 à l'ONU, car aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui en abusent. Vous avez donc des choses à reprocher au président Gorbatchev? Oui, mais je ne dirai pas quoi, car c'est mon président. Le président américain n'a pas pris en compte notre initiative de paix. Il ne se serait pas permis cela si l'URSS n'avait pas été affaiblie. Je ne supporte pas l'idée de vivre dans une Union soviétique qui ne serait plus une superpuissance. Même si ces critiques émanent surtout des militaires et des conservateurs, Mikhail Gorbatchev aurait bien besoin désormais d'un succès politique important pour les faire taire. Et c'est bien pour cela que, malgré son amertume, le président soviétique s'est bien gardé de condamner trop fort les États-Unis. Conserver de bonnes relations avec les deux parties peut lui permettre de jouer un rôle clé lorsque les armes auront fini de parler. Encore une image symbole qui disparaît, c'était aujourd'hui à Budapest. Les représentants des 6 pays du pacte de Varsovie ont prononcé la dissolution de l'alliance militaire qui réunissait l'ancien bloc socialiste. Depuis la chute du mur de Berlin et les bouleversements survenus à l'Est, le pacte était devenu caduc. Aujourd'hui, laisse la place à un organisme politique consultatif, lui aussi promis à une mort prochaine. Moins de 48 heures après le début de l'offensive terrestre, les pacifistes appelaient à une manifestation ce soir, place de la République à Paris. Les pacifistes réclament dans l'ordre, cessez-le-feu et négociations. François Brabant. Les pacifistes sont en colère contre l'offensive terrestre déclenchée hier, en colère contre George Bush et François Mitterrand, en colère aussi contre ceux qui qualifient leur mouvement de lâches ou encore d'anti-français. Il y a quelqu'un qui défend les soldats français, eh bien ce sont nous. Nous défendons les soldats français car nous défendons leur vie. Nous vous disons, ne les exposez pas à une mort inutile. Le Parti communiste, la CGT, l'Appel des 75 et plusieurs autres mouvements pacifistes étaient venus réclamer le cessez-le-feu au Koweït et l'ouverture immédiate de négociations avec l'Irak. Mais les quelques centaines de manifestants ne sortiront pas de la place de la République. Ordre de la préfecture. Bon, monsieur, je suis désolé, je ne vous laisserai pas passer.
bien, mais écoutez, est-ce que vous pouvez insister auprès des autorités? C'est déjà fait, apparemment les autorités étaient au courant, je crois qu'elles ont connaissance de vos souhaits, la réponse est négative. La colère des pacifistes est restée dans les slogans. Il n'y a eu aucun incident ce soir, place de la République. Voilà, retour à l'actualité pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle qu'un Scud a atteint un bâtiment américain à Dhahran. Il y aurait, semble-t-il, plusieurs morts. Plus de 20 personnes ont été vues emportées par des ambulances, selon les témoins. Nos confrères américains de la chaîne CNN font état de 12 morts.